Bonjour, bienvenue et très heureuse de vous retrouver pour ce 14e numéro de Mahogany, la fin également des aventures capillaires qu'on m'a beaucoup reproché. Aujourd'hui, un numéro un petit peu festif où nous parlerons de diabète. Nous poursuivons donc notre exploration du vieillissement et du diabète. Nous aborderons en compagnie de notre invité, le docteur Vigée, les bienfaits de la fête, faire la fête quand on est une personne âgée, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça nous apporte. Et nous terminerons avec une rubrique vie quotidienne sur l'accessibilité des établissements recevant du public qui permet à nos aînés qui ne sont pas forcément en bonne santé ou qui ont des handicaps liés à certaines pathologies de partir également en vacances, d'exercer un certain nombre de loisirs et de profiter pleinement de la vie pour bien vieillir à la Martinique. C'est bien le leitmotiv de Mahogany. Docteur Vigée, bonjour. Vous êtes donc le chef du service santé au Conseil général. Tout à fait. Alors, vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre fonction? Alors, cette fonction a évolué pendant ces 15 ou 20 dernières années, puisque nous avions en charge, notamment avant donc la loi du 13 août 2004 et celle du 9 août aussi 2004, nous avions en charge la lutte contre la tuberculose, lutte contre la lèpre, lutte contre les MST, lutte contre tuberculose, lutte contre le cancer et aussi en charge la vaccination et toutes les actions de santé, la promotion de la santé, c'est-à-dire des actions notamment sur le terrain, dépistage diabète par exemple, calcul de l'indice de masse corporelle, l'indice entre le poids et la taille. Donc, énormément d'activités que nous avons eu à développer. Et quand cette loi donc, a été publiée, d'ailleurs à la demande des conseils généraux, parce que ça coûtait très cher aux collectivités, donc nous sommes recentrés plus particulièrement pour les actions de santé sur la vaccination, puisque c'est une compétence déléguée aujourd'hui par l'État au Conseil général. Et puis nous avons continué évidemment toutes les actions de promotion de la santé. Ça va depuis le petit déjeuner dans les écoles maternelles avec les petits en utilisant un clown pour leur apprendre à bien manger. Donc ce qui leur permet, quand ils retournent à domicile, de dire à maman, eh bien non, il ne faut pas acheter ça, il faut acheter ça plutôt pour le petit déjeuner. Donc des actions intéressantes effectivement pour les plus jeunes. Et puis on se centre aussi sur le secteur personnes âgées, puisque je suis gériatre aussi de formation et j'ai en charge effectivement l'équipe médico-sociale donc qui fait l'évaluation de la part. Alors à côté de ça, j'ai une autre compétence sur le secteur du handicap, donc avec les autres prestations de compensation du handicap. Tout ça pour vous dire que c'est un secteur énorme. Une lourde charge qui ne va pas décroître dans les prochaines années. Tout à fait, mais il faut se donner les moyens, parce que nous avons une population qui demande, une population de personnes âgées. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont indépendants. Et donc il faut les accompagner, il faut faire vite. Donc il faut donner les moyens rapidement. C'est une gymnastique difficile, effectivement, mais ça on le fait en partenariat avec les élus. Et une présidente, effectivement, qui veut nous donner les moyens. Très bien. Bah, écoutez, nous, à Mahogany, nous tâchons humblement d'y contribuer en mettant l'accent sur la prévention. Alors, lors de nos précédentes émissions consacrées au diabète, après avoir abordé les bienfaits d'une alimentation équilibrée, les bienfaits également d'une activité physique adaptée, nous restons dans le champ de la prévention pour une rubrique santé-médecine consacrée aux soins des pieds. C'est la rubrique santé-médecine. Alors, les pieds sont, on ne le sait
pas souvent, pas assez souvent, une des parties du corps à surveiller avec une particulière attention lorsqu'on est atteint de diabète et lorsqu'on vieillit, parce que les conséquences liées à des lésions ou des blessures au pied ont souvent des effets graves sur la santé des diabétiques, qu'il s'agisse de risques d'amputation ou carrément de risques vitaux. Nous allons voir avec Madame Kelly Nadeau, qui est pédicure podologue au Lamentin, comment prévenir les lésions, comment prendre soin de ses pieds pour éviter ce que les statistiques nous montrent comme des chiffres relativement inquiétants, à savoir que plus des 3/4 des amputations des diabétiques sont réalisées sur des personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. On le voit donc, la corrélation entre diabète et vieillissement constitue un cocktail assez inquiétant dont il faut s'inquiéter en amont et donc prévenir par des soins adaptés. Nous regardons ce petit reportage sur la fonction et les soins des pieds effectués par Madame Kelly Nadeau, pédicure. Nous nous retrouvons très après. Quelles précautions doivent prendre les patients atteints de diabète? Chez les diabétiques, le pied est la première partie touchée par le diabète. Alors lorsqu'il existe une artériopathie et une neuropathie associée, ça a pour conséquence une perte de sensibilité. Donc si le patient ne sent pas les petits corps, les durillons, les verrues, etc., qui peuvent dégénérer et s'infecter, et aussi un défaut de cicatrisation lié à l'artériopathie. Et évidemment, un défaut de cicatrisation entraîne effectivement des infections et des plaies qui ne guérissent pas. Au niveau des chaussures, il faut faire très attention à la manière dont on se chausse lorsqu'on est diabétique. Alors, le choix de ces chaussures, en général, se fait lorsqu'on les achète, il se fait en fin de journée, parce qu'en fin de journée, les pieds enflent. Il faut faire attention au lassage, que les chaussures ne soient pas trop serrées. Quand on achète aussi ces chaussures, il faut en général passer la main à l'intérieur de la chaussure pour voir s'il n'y a pas de couture ou de défaut, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait entrer en friction avec l'épiderme et donc entraîner des plaies. Alors, il y a la chaussure, il y a évidemment les soins quotidiens d'hygiène, bien se laver les pieds, bien insister entre les orteils, bien sécher les pieds après la douche. Quoi d'autre? S'il y a une mycose associée, évidemment les traiter, les mycoses. Bien se couper les ongles et évidemment faire toujours une inspection quotidienne, vérifier qu'on n'a pas une petite plaie débutante parce qu'on ne sent pas, vérifier qu'il n'y a pas un petit corps qui est là et qui peut entraîner à la longue un problème ou un conflit. En général, à partir du moment où on a un problème, un conflit, de toute façon, chez les diabétiques ou chez les sujets non diabétiques, je dirais, il faut éviter, créer toujours des zones de décharge. À partir du moment où il y a un problème quelque part, il faut trouver la solution, éliminer la cause. Si la cause, ce sont les chaussures, mais faire en sorte que les chaussures soient mieux adaptées. Donc si les chaussures ont des bouts pointus, ont des talons trop hauts, etc., il faut éliminer les causes. De un, à partir du moment où le problème est existant et déjà là, il faut chercher à faire, je dirais, une décharge, c'est-à-dire faire en sorte que cette zone qui a un problème ne soit plus en conflit avec les chaussures. Donc, il existe aussi des petits appareillages qui ressemblent un peu à de la pâte à modeler, que l'on appelle des orthoplasties, que l'on met pour pouvoir décharger les zones douloureuses. Ou alors, il y a aussi des pansements que l'on peut faire pour pouvoir décharger les zones douloureuses en dehors des semelles, évidemment. Éviter de marcher sans chaussures. Ça, c'est difficile sous nos climats. C'est difficile. Sauf que quand on sait qu'on est diabétique, il faut aussi qu'on sache qu'on a une perte de sensibilité. S'il y a un petit clou, s'il y a un verre de bouteille, s'il y a une épine, on ne va pas la sentir. Et ça, c'est le gros problème des diabétiques. Ils ne sentent pas à un certain stade. Je ne dis pas que tous les diabétiques ne sentent pas. Ceux qui ont une perte de sensibilité, ils ne sentent pas. À partir du moment où on a une perte de sensibilité, on voit bien, on l'a dit avant, on voit bien tout ce que ça entraîne. Donc, évitez de marcher sans chaussures.
bien observer ses pieds. Ça, à la limite, même les personnes qui ne peuvent pas regarder sous la plante des pieds, regardez, prendre le miroir et regarder sous la plante des pieds, inspecter. Et si on ne peut pas le faire parce qu'on est une personne âgée, on a du mal à se baisser, etc., faire un proche. Regardez entre les espaces interdigitaux, s'il n'y a pas un début de plaie, s'il y a une petite mycose qui commence, etc. C'est les petits gestes quotidiens qui feront que... Voilà. À côté de ça, il faut aussi penser à hydrater le pied, bien parce que souvent chez les diabétiques, la peau est un petit peu plus sèche, donc il y a des crèmes adaptées à ça. Donc quotidiennement, passer une petite crème, bien se sécher les pieds et puis traiter à l'aide de produits existants antifongiques dans le cas de mycose. Quels sont les signes qui révèlent la présence d'une mycose? Au niveau des ongles, très souvent, on commence par avoir une petite tache jaunâtre. L'ongle commence par se décoller sur son bord distal le plus souvent. Et en dessous, l'ongle devient un petit peu friable. Donc, quand on gratte un petit peu en dessous, on constate que il y a des petites particules. Et puis ensuite, cette tache, si ce n'est pas traité, cette tache continue à progresser et à envahir tout l'ongle, qui finit par se décoller, s'épaissir et se décoller et sortir. Et si ce n'est pas traité, il ne faut pas penser que l'ongle, une fois sorti, le problème est résolu. Non, parce que si ça n'est pas traité, l'ongle qui va repousser, il sera aussi atteint. Donc il faut, de toute manière, il faut traiter. À partir du moment où on a une mycose, il faut traiter. Il y a rarement de guérison spontanée. Et le traitement des mycoses, ce sont des traitements, les traitements sont des traitements très souvent très très longs. Il ne faut pas se décourager. Parce que c'est un ongle, mais à peu près entre 8 et 12 mois pour se renouveler entièrement. Donc c'est à peu près le temps du traitement du mycose. Chez le diabétique, quelles sont les complications possibles? La complication la plus, on va dire, l'extrême, c'est la dégénérescence du tissu qui arrive jusqu'à la gangrène. Et donc l'amputation. Mais ça, c'est la complication extrême. Mais sinon... C'est vrai que comme le diabétique ne sent pas, comme j'ai dit au début, il a une perte de sensibilité, souvent les chaussures mal adaptées, les problèmes statiques au niveau du pied entraînent très souvent des durillons, des corps qui évidemment fatalement s'amplifient, s'épaississent et dégénèrent parfois. En général, ce sont des problèmes cutanés. Souvent on a des mycoses associées. Chez les diabétiques, il y a souvent des mycoses. Voilà, en tout cas, ce sont les problèmes les plus fréquents. Voilà. Traiter le diabète, il faut être une équipe. On ne traite pas un diabète, en tout cas, même les petits diabétiques ne se traitent pas seuls. Il faut le concours de l'infirmière, du médecin traitant, du diabétologue, etc. Nous, à notre niveau, souvent en collaboration avec le médecin traitant, souvent c'est le médecin traitant qui nous l'envoie, ce qu'on fait quand il y a plaie, on nettoie et on met à plat la plaie pour que l'infirmière après puisse s'en charger et faire des pansements quotidiens, parce que nous, on n'intervient pas quotidiennement chez ces sujets-là. Donc oui, c'est un travail d'équipe. Souvent, chez les diabétiques, j'image souvent pour qu'ils puissent comprendre. Souvent, ils me disent, mais je ne comprends pas pourquoi le pied est touché, pourquoi c'est le pied et pas la main, pourquoi c'est... Et souvent, je leur dis, prenez 2 tuyaux. Dans l'un, vous faites couler de l'eau. Dans l'autre, vous faites couler du sirop. Vous voyez tout de suite lequel qui va plus vite. Si à la fin de ce tuyau-là, il y a des ramifications, on voit bien que l'eau va aller plus facilement dans les petites ramifications et le sirop, lui, il aura plus de mal. Alors, quand le sang, le plus souvent chargé en oxygène, arrive jusqu'au pied, il a souvent du mal, dans le cas d'un diabète, il a souvent du mal à arriver jusqu'au pied, il a souvent du mal à oxygéner les cellules qui sont au niveau du pied, et c'est pour ça que ça commence par les pieds, c'est pour ça qu'au niveau des pieds, il y a souvent les problèmes, qui commencent par là, ça commence souvent par là. Et là, en général, quand je dis ça aux patients, ils comprennent un peu plus facilement. Ah oui, effectivement, ça coule moins vite. La distance est la même, mais ça coule moins vite. Donc, on comprend mieux que le pied est souvent touché en premier. Conseillez-vous de consulter un podologue régulièrement à partir d'un certain âge? Oui, parce qu'à partir d'un certain âge, en général, on a souvent du mal,
Parfois, on a une baisse de la vue, donc on a du mal à voir. Parfois, on a des problèmes de dos, de hanche, on a du mal à se baisser. Parfois, on a simplement les ongles qui se sont épaissis, donc on a du mal à les couper. Donc, à partir du moment où on a ces petits problèmes-là, c'est beaucoup plus simple et évident de venir consulter, voilà, de temps en temps. Quand on n'a pas de problème, une fois tous les 3 mois, c'est très bien. On le voit donc des conséquences gravissimes pour un pied diabétique atteint de lésions. Docteur Vigé, je crois que le Conseil général a également une action de prévention. Vous organisez notamment un certain nombre de conférences. L'importance du soin, notamment des pieds dans le cadre du diabète, mérite d'être soulignée. Ben, tout à fait. Nous avons d'ailleurs lors de la dernière séance des mardis de l'Atrium, manifestations qui sont organisées pour les personnes âgées, mais qui aujourd'hui attirent même des professionnels de santé, parce que nous faisons venir des spécialistes. Et lors de notre dernière séance des mardis de l'Atrium, justement, nous avions une conférence avec le docteur Lay, diabétologue à l'hôpital de Trinité, sur la maladie du diabète et le pied diabétique en particulier. Alors, c'est un sujet effectivement qui est extrêmement important. D'ailleurs, il y a même une spécialité du pied diabétique. Il faut être formé à ces soins parce que, comme l'a dit à l'instant la podologue, le pied c'est l'endroit le plus loin. Et malheureusement, quand le diabète n'a pas été traité, ou suffisamment traité, eh bien, l'intérieur des vaisseaux s'abîme. Ce n'est plus la paroi lisse qui permet au sang de se fluidifier facilement. Il y a des dépôts notamment d'athérome, c'est-à-dire des dépôts graisseux, qui vont non seulement limiter le passage, la lumière du vaisseau, comme on dit dans notre jargon, et donc ce sang qui arrive de plus en plus difficilement, eh bien, il ne va pas oxygéner le parties, et les premiers signes qu'on voit, c'est les signes trophiques, avec la surface de la peau qui n'est plus ce qu'elle ressemblait auparavant, et donc c'est facile à voir. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre d'arriver jusque-là. Je crois qu'un diabétique aujourd'hui, parce que c'est une maladie, en fait, avec laquelle on peut vivre sans problème. Nous avons des enfants qui naissent diabétiques et qui ont une espérance de vie tout à fait égale à des personnes qui n'ont pas eu de diabète. D'ailleurs, il est peut-être plus intéressant de les suivre parce que depuis tout petit, ils ont compris qu'il fallait une discipline. Donc, ce diabète, je pense qu'il faut alors déjà l'anticiper, c'est-à-dire par l'hygiène de vie qu'on aura, traiter les problèmes de surpoids, sa consommation effectivement en produits lipidiques ou encore en produits sucrés. Et bien, malheureusement, on peut le devenir, même quand on a un régime, on peut devenir diabétique parce que bon, il y a d'autres conséquences en dehors des facteurs environnementaux, si on peut dire. Mais quand on est diabétique, ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'il est important pour la personne de bien comprendre qu'il faille se faire suivre. Donc il y a effectivement la visite de son médecin traitant qui doit être accompagné d'un certain nombre d'examens, alors à une fréquence que le médecin traitant va programmer. Ça va depuis un bilan des yeux, parce que au niveau de la microcirculation des yeux, on a déjà une vision de ce que pourrait être le reste. Donc le fond d'œil est important. Okay? Bon, évidemment, on peut aller à faire des Dopplers, on fait des examens pour regarder comment le sang circule. Mais tous ces examens, mais c'est aussi la partie visuelle. C'est-à-dire ce que l'on voit. Et le professionnel, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière, que ce soit le podologue pédicure, eh bien, il est à même de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je reviendrai aussi sur un élément qu'on a dit à l'instant, c'est le port des chaussures. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est à la Martinique et que comme on est à la Martinique, il fait bon de vivre. Évidemment, quand on est chez soi, à l'intérieur de chez soi, qu'on a envie de sentir la température du carreau, ça peut aller. Mais quand on est à l'extérieur de chez soi, je ne vois pas quelle explication on peut donner pour justifier, on veut être en contact avec la terre. Je crois qu'il y a énormément de germes.
faut pas oublier que le germe du tétanos, il est au sol aussi. Donc on C'est peut vrai que quand on attraper. est dans son jardin, on a peut-être envie Pas effectivement, du de tout. sentir le contact Non, avec je vais vous la dire. terre, avec l'herbe, tout ça. Moi, je jardine, je n'ai aucun plaisir. Alors, si c'est sur de l'herbe, on pourrait penser, mais si c'est sur de la terre, il n'y a aucun plaisir. Mais le risque que l'on prend, il est tellement élevé qu'on ne peut même pas comparer en se disant j'aime ça. Un bénéfice-risque négatif, en fait. Mais tout à fait. Et je vous dis, on ne peut même pas discuter de ça. Et ce que je voudrais dire, là, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Quand j'étais encore en cabinet, j'avais été appelé de garde pour une personne âgée qui faisait de la fièvre avec une agitation. Et là, quand je suis arrivé dans la chambre de cette dame, elle était couchée, et ce qui m'avait surpris, c'est qu'elle avait ses sans-gêne aux pieds. Alors je dis à la fille, mais vous avez pu lui enlever les chaussures, c'est pas hygiénique. Ah docteur, mais justement la dernière crise d'agitation qu'elle a faite, c'est quand j'ai voulu enlever ses chaussures. Elle a dit, pas question d'enlever ses chaussures. Alors je lui ai dit, ben, on va voir si elle ne veut pas les enlever, et moi faire le geste d'enlever les chaussures, et les sans-gêne ne sortaient pas du pied. En réalité, il y avait une arête de poisson qui avait traversé la chaussure et était enfichée depuis plusieurs jours dans le pied de cette diabétique. Okay? Donc voilà un exemple là. Et donc, à force de cet exemple, je crois que je suis à l'aise pour expliquer aux gens qu'il faut mettre des chaussures. Et en plus, pas n'importe quelle chaussure. Il faut des chaussures, quand on dit de qualité, c'est-à-dire qui correspondent à des critères. On ne va pas mettre des talons à aiguilles parce que c'est fatigant. On va mettre des chaussures aussi qui protègent des pieds et des chaussures pas trop serrées. Ce n'est pas la vieille chaussure qu'on a héritée là, de X qu'on va mettre pour rester à la maison. Donc je crois que c'est important. Le pied d'un diabétique, il doit être chouchouté. Alors, si on pourrait employer une expression simple, je crois qu'on doit l'observer parce que vous avez dit, c'est très bien, qu'à la Martinique, on a battu des records et souvent on disait que des étudiants en chirurgie venaient s'exercer à faire des amputations. Je crois que cette tendance a tendance à disparaître parce que les diabétologues et les médecins d'une manière générale insistent notamment sur la prévention dans ce domaine. Okay? Je crois que c'est important et je crois que comme je vous disais, le diabète n'empêche pas de vivre. Le diabète n'empêche pas de vivre pour peu qu'on prenne soin de sa santé et pour peu qu'en amont on prévienne. Donc si on voulait résumer ça en quelques conseils bien sentis, donc on inspecte ou on fait inspecter lorsqu'on n'a pas la possibilité de regarder ses pieds ou lorsqu'on n'aime pas ça. Donc on inspecte ou on fait inspecter ses pieds quasi quotidiennement pour voir l'apparition éventuelle de liaison. Dès qu'il y a une altération de l'aspect du pied, une lésion qu'on remarque, on consulte parce que ça peut avoir effectivement, on l'a vu, vous l'avez répété, des conséquences importantes. On évite de marcher nu-pied au domicile, mais surtout à l'extérieur. On vérifie régulièrement l'état de ses chaussures pour éviter de se blesser, qu'elles soient déformées, qu'elles ne maintiennent plus le pied. Et on se coupe les ongles régulièrement, mais pas trop courts pour éviter de se blesser. Et on évite donc les pédicuries sauvages, ce qu'on appelle les pédicuries sauvages, où on se triture les pieds. Alors, et on prend rendez-vous avec son podologue pédicure ou un professionnel de la santé. Si on a une infirmière qui vient à domicile, on peut lui demander, et je pense qu'elle le fait de toute façon naturellement, d'inspecter les pieds pour voir s'il y a des éventuelles lésions. Et d'une façon générale, on chouchoute ses pieds. Et j'ajoute, on vérifie qu'on soit à jour de sa vaccination antitétanique. Antitétanique, parce qu'effectivement, c'est une maladie dont on parle peu, qu'on oublie peut-être. Qu'on oublie, mais il y a eu des campagnes de vaccination, donc on peut supposer qu'on a été vacciné contre le tétanos, mais il faut être à jour. Oui, au moins un vaccin antitétanique tous les 10 ans pour une personne âgée. Je crois que c'est important parce qu'on fait du jardinage. Et que le tétanos n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, sur les clous rouillés, le tétanos peut être n'importe où, et d'autant qu'on peut avoir des lésions au niveau des membres inférieurs, on peut retrouver le germe dans le gazon ou dans la terre. Donc c'est une raison supplémentaire pour se couvrir les pieds.
Tout à fait. À bon entendeur, salut. J'espère que nos téléspectateurs en prendront note, y compris nous, parce qu'on n'est pas forcé d'être diabétique pour prendre soin de ses pieds, pour éviter toute dégénérescence intempestive. Bien, nous passons maintenant à une autre rubrique, c'est la période des fêtes de fin d'année. Partir à la retraite ou vieillir n'est pas synonyme obligatoirement de retraite de la vie sociale et de moins d'envie de faire la fête. Quels sont les bienfaits de la fête en termes sociaux, en termes de mémoire également? Nous voyons ça dans la rubrique bien-être. Alors, docteur Vigier, vous êtes en contact avec toute une population générale, mais beaucoup de personnes âgées. Notez-vous une dégénérescence du sens de la fête? Vous savez, on a une culture traditionnelle de la fête. Et je crois que si on a l'habitude de fêter de manière raisonnable, bien sûr, je crois que quand on arrive à la retraite, comme on en dit, ce n'est pas une réclusion. Et je crois que c'est important effectivement de continuer ces habitudes. Alors pourquoi je le dis? Parce que la personne, d'une manière générale, on observe que les personnes qui n'ont pas préparé leur retraite, parce que ça peut être très mal vécu par des personnes, d'autant que cette personne est dans un domaine socio-économique bas, malheureusement. Des gens qui n'avaient pas d'activité associative. Eh bien, le fait de partir comme ça, ils ont l'impression d'avoir été rejetés par le système. Et donc, ils ont tendance à s'enfermer. Oui, peut-être le sentiment d'une inutilité sociale, voilà, entre guillemets. Tout à fait. Et vous savez, le simple fait de s'habiller pour aller travailler, d'autant que ce soit une femme, elle a une coquetterie. Il faut qu'elle fasse son petit maquillage, il faut qu'elle mette un parfum, il faut qu'elle choisisse sa robe. Qu'elle se coiffe. Il faut qu'elle se coiffe et qu'elle choisisse l'une des paires de chaussures. Quand elle est à la retraite et qu'elle refuse de sortir, vous avez vu tout ce travail qui est perdu? Une femme, par définition, elle prétend être désirable, pour employer une expression. Okay? Mais dans le bon sens. Et ce fait d'être désirable va impliquer qu'elle fasse des choses pour le rester. On va se parfumer, je vous dis, on va aller devant le miroir. Mais quand cette partie a disparu, c'est-à-dire je ne vais plus travailler, alors je fais quoi? Je reste en pyjama, je reste avec, entre guillemets, la vieille robe. Ça signifie qu'il y a une perte, on va dire, d'une appétence de la vie. Je ne suis plus bon à rien, on ne me regarde plus, et donc je reste caché chez moi. Je crois que ça, il faut le bannir, et nos personnes âgées, notamment celles que je vois venir à l'Atrium, comme dirait Paco Rabanne il y a quelque temps, on se dirait dans un véritable défilé de mode, parce que elles ne sont pas dans le prêt-à-porter, elles sont toujours dans la confection sur mesure. Et donc cette coquetterie que l'on observe est quelque chose d'extraordinaire. Je suis toujours personnellement ébahi de voir ces dames âgées, en plus avec un humour qui leur est particulier. Donc oui, il faut sortir. Mais oui, parce que pour aller faire la fête, il faut sortir. Alors la fête, c'est pas uniquement danser. Ça peut aller aussi dans des endroits récréatifs, où il y a un fond musical, on peut jouer au domino, on peut aller s'instruire aussi, on peut aller au cinéma. Tout ça, c'est faire la fête. Ça change que de rester dans un univers fermé, dans la maison. En plus, on n'ouvre même pas les volets. Et selon vous, la conséquence, eh bien, c'est entraîner une véritable déprime. D'autant qu'il s'agit d'une personne seule, qui souvent, malheureusement, au fil du temps, sera une femme, puisqu'elle vieillisse, elle a une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Je crois qu'il y a un travail incitatif. Je vais aller plus loin. Il faut que cet amusement soit intergénérationnel, pour qu'elle soit en contact avec des jeunes, pour leur transmettre quelque chose. Parce qu'une personne âgée a toujours quelque chose. On ne peut pas imaginer qu'une personne âgée est emmagasinée pendant 50,
60 ans d'activité professionnelle, un savoir, et qu'elle n'est pas quelque chose. À transmettre. Et comme on dit souvent, quand une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui disparaît. Donc je crois que là encore, il faut que les personnes âgées comprennent la nécessité de sortir. C'est un combat. Et c'est très tôt qu'il faut leur demander de faire cette démarche. Alors malheureusement, quand il y a un veuvage, bien souvent c'est encore une occasion de s'enfermer chez soi, alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit sortir effectivement pour se changer les idées. Et je vous dis, le simple fait de s'habiller, le simple fait de sortir, de se parfumer, de savoir que nous allons voir d'autres personnes, effectivement, a un intérêt, effectivement, et moi je suis de ceux qui disent il faut faire la fête avec modération quand même. Avec modération. Écoutez, nous sommes rendus à l'EHPAD de Bethléem, à Terville, à Schellcher, où nous avons rencontré le directeur de cet établissement, Christian Littré, au son donc du chanté Noël organisé chaque année, comme chaque année, à l'EHPAD de Bethléem. C'est un reportage de l'excellentissime Manuela Montlouis. Nous nous retrouvons après. L'intérêt premier, en fait, c'est de faire en sorte que ces personnes qui nous sont confiées retrouvent un petit peu les moments forts de leur vie quand ils étaient encore à domicile. Donc l'entrée en institution, ce n'est pas la fin justement à tout. J'ai envie de dire que ça peut être le commencement. En tous les cas, on essaie de faire perdurer ces différents moments. Comme ça, elles retrouvent un petit peu leur jeunesse, leur vie passée. Déjà, elles participent dans le cadre de la préparation, la décoration avec l'animatrice. Donc, ça commence par des ateliers de petits travaux manuels. Ensuite, la maison est décorée grâce à leurs travaux. Ensuite, les chansons un peu revisées, on peut dire ça comme ça. Et au moment final, je pense que ça donne ce que ça donne, un moment agréable avec tout le monde. La vie sociale, en fait, c'est la continuité de sa vie à domicile. Alors, c'est quoi la vie sociale? C'est déjà faire en sorte que la personne retrouve un peu ses marques, demander à la famille d'être toujours présente, ça c'est important également, parce qu'il ne s'agit pas de faire entrer quelqu'un et sans famille. Donc la famille, en principe, doit suivre et doit participer avec nous. Je dirais à la prise en charge de cette personne. De 2, et je dis de 3, on essaie de mettre des activités qui sont des activités de la vie courante, dans le cadre de l'établissement, en interne, également en extra par des sorties extérieures. Donc, y compris que ça soit à domicile ou que ça soit en institution, donc l'importance. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la préparation physique à la fête pour les dames, mais en amont, c'est vrai que par exemple dans cette association, et M. Littré le mentionnait, toute l'organisation et la préparation de la fête en elle-même a des bienfaits sur que ça soit la mémoire, puisque ça fait appel quand même à des souvenirs de ces personnes, mais également à des activités physiques, à la mobilité y compris, etc. Donc en fait, tout participe, la fête elle-même, mais également toute l'organisation et la préparation participent au maintien de la socialisation des personnes âgées. Ce qu'il faut dire, c'est que, juste une précision, l'institution Maison de retraite ou EHPAD, sont considérés comme étant le domicile de la personne. Oui, déjà. Bon. Donc c'est aussi une forme de maintien à domicile. C'est un domicile. Et donc, il faut le prendre comme ça. Et dans la démarche de la fête, d'autant souvent qu'on s'adresse à des femmes, elles ne sont pas spectateurs.
elle participe. Et comme vous dites si bien, même quand il s'agit de déments, hein, de type Alzheimer, vous savez, la mémoire des faits anciens est conservée quand même. Donc le fait de remettre en pratique des gestuels, non seulement les ravive, ça donne du baume au cœur, d'ailleurs on voit des sourires, mais ce qui est important, c'est que ça fait travailler. C'est cette dame âgée qui me dit, eh bien, je sais dire, moi, pour 20 ans de moins. Oui, c'est des expressions qui leur sont propres pour dire que ça leur rappelle, en plus, à Noël, c'est le bon moment. Il y a quelques personnes, malheureusement, qui ont eu des accidents avec de mauvais souvenirs, mais d'une manière générale, c'est le côté festif qui apparaît. Le rassemblement de la famille. Voilà. Alors, vous parlez de Bethléem, c'est mon bébé, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est ma maison de retraite, hein, puisque j'y ai travaillé pendant des années. Et la particularité de Bethléem, c'est que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire, depuis le conseil d'administration, que ce soit la présidente du conseil d'administration qui est présente, le personnel, mais aussi les amis, la famille, et même les anciens comme moi, hein, qui ne sont plus en activité dans l'établissement, mais je suis invité parce que on sait que c'est un moment qui importe pour les personnes âgées. Et donc je viens observer que ça n'a pas changé. Et je vous assure que c'est une après-midi complète, hein, avec différentes... alors, il y a eu la danse que nous avons vue, mais à côté de ça, il y a du chant choral, il y a de la musique locale, ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'activités dans l'après-midi. L'aspect gastronomique, effectivement. Les mets de Noël. Tout à fait, avec le petit boudin ou encore les pâtés. Jambons de Noël. Et tout à fait, je crois que... Parce que souvent, c'est ma déformation professionnelle qui fait que je suis souvent l'observateur. J'essaie de regarder les mimiques des différentes personnes et à se sourire, même celles qui sont en fauteuil roulant, même celles qui sont sur un fauteuil très médicalisé où elles ne peuvent pas se redresser, eh bien elles dansent. On voit qu'elles entonnent quelques petits mouvements. Et par le passé, nous avons eu des personnes âgées de 104, 105 ans qui continuent à danser. Je crois qu'effectivement, il faut renouveler cela. Je crois que Christian Littré, que je connais bien, je crois qu'il a retenu la leçon dans les formations qu'on lui a faites en gérontologie. Je crois qu'il faut faire cela. Alors, effectivement, c'est intéressant aussi dans des établissements, on va dire, qui sont à taille humaine. Bon, quand vous avez de gros établissements, c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, il y aura la fête, certains vont participer, mais d'autres sont... Parce que l'établissement est très important, sinon il faudrait décupler ces manifestations sur les étages. Bethléem, un établissement d'une 40aine de places, donc je crois qu'il a l'assise pour pouvoir faire une manifestation, et je crois que c'est intéressant en plus que les médias puissent présenter à la population ce qui se fait des fois derrière des murs, on se demande qu'est-ce qui peut bien se passer. Où les gens continuent à vivre. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est un lieu de vie. Hein, et d'ailleurs, le législateur dit bien que la maison de retraite, c'est le domicile de la personne. Et donc, en tant que tel, et entre parenthèses, dans ces établissements, on doit pouvoir réserver la possibilité à ces gens de venir avec des petits meubles ou encore des souvenirs, des photos qui sont affichées, qui leur rappellent leur bon moment. Et qui recréent effectivement des repères qu'ils avaient avant d'être intégrés. Donc je voulais juste qu'on s'attarde un petit peu sur ce travail de mémoire également, puisque ça permet, notamment par le biais des cantiques, souvent on s'aperçoit que les personnes connaissent leurs cantiques depuis X années et même lorsqu'elles sont atteintes de pathologies mentales, retracent et reconstruisent et rechantent des cantiques de tête comme ça. Alors, souvent la pathologie qui prime dans ces établissements, c'est souvent des pathologies de type Alzheimer. Or, il faut se rappeler que la mémoire des faits anciens reste conservée pendant très longtemps. Donc, si elles ont eu l'habitude de chanter des cantiques durant leur jeunesse, eh bien, il suffit juste de quelques petits mouvements d'embrayage et puis tac, ça repart. La musique. Et la musique, et comme c'est dans le sang, comme c'est dans le sang, donc elles n'inventent rien, elles ne font que mimer. Et je le dis parce que bon, j'en ai observé plusieurs. J'ai dit, ben, finalement, au moins si ça ne se perdait pas, ce mouvement, même couché sur
sur un fauteuil médicalisé, j'ai observé une qui arrivait à bouger les doigts. Et ça montre la chaleur qu'il y a à l'intérieur du corps de ces personnes qui transpirent. Alors, le problème du travail de la mémoire, c'est important, effectivement. Alors, là, il y a le chant, mais dans la musicothérapie, on peut faire travailler la mémoire, et puis dans la gestuelle. Dans la gestuelle, c'est-à-dire dans l'ordonnancement, par exemple, découvert. On observe, et bien, on voit que des gestes sont là, et ce travail de mémoire, effectivement, il est important. À pérenniser. Son observation d'ailleurs permet d'apprécier l'évolution de la maladie. Puisque dans notre pratique, eh bien, nous avons des tests, le mini-mental state, qui nous permettent de voir effectivement si la mémoire est détériorée avec des gestes qu'on arrive à faire reproduire à la personne. Donc je crois que c'est une activité importante et qui plus est, c'est une activité qui est attendue. Oui, c'est un rendez-vous. Oui, c'est qui t'en quoi il fait là encore. Mais qui manie ça? Il n'y a pas qu'à faire la fête là, il est là. Donc, c'est un rendez-vous. Au niveau de l'espace-temps, ils savent que Noël n'est pas encore passé. Oui, alors qu'on aurait pu penser que ces personnes sont hors du temps. Donc, c'est des activités, effectivement, et la reproduction de différentes parties de la vie de ces personnes est nécessaire. C'est effectivement aller faire un petit tour au bord de mer, même si elles ne se baignent pas. Aujourd'hui, on arrive à faire des personnes âgées se baigner, puisque nous avons, au niveau du Conseil général, développé des activités physiques au bord de mer, au niveau des piscines. Donc là, maintenant, il faut que les établissements aient les moyens, effectivement, de pouvoir le faire. Ça aussi, vous pensez bien que tous ces éléments ont un coût. Tout à fait. Que ne peut pas assumer la personne, et donc il faut que ce soit la collectivité qui intervienne. Nous reviendrons au cours de l'année 2013 sur l'aspect financier, le poids financier du vieillissement, qu'il s'agisse de la collectivité ou pour les familles ou pour les intéressés eux-mêmes. Donc ce moment de fête est, on l'a vu, un temps fort qui rythme la vie lorsqu'on vieillit. C'est aussi, au-delà du don de soi, une façon de transmettre également la culture. La culture, on n'ose pas dire en temps longtemps, mais c'est une transmission qui rentre dans l'utilité sociale de la personne âgée, c'est-à-dire que la possibilité pour elle de transmettre en termes de tradition, en termes de culture, est également importante et participe à la socialisation de la personne âgée. Mais tout à fait. D'ailleurs, il y a un travail qui a été initié, c'est celui d'enregistrer aussi ces personnes âgées dans une espèce de banque. Bon, après, il faudra analyser ceci, mais on fait travailler leur mémoire pour qu'elle nous raconte en temps longtemps comment ça se passait. C'est l'occasion pour elle de vous raconter comment on tuait le cochon, comment il se déplaçait lors de la fête de Noël pour aller chanter chez les voisins. Et donc ils transmettent ça à des enfants, vous savez, qui aujourd'hui sont dans des HLM. On vous dit qu'on allait tuer le cochon, ah bon et mamie, alors il était où, dans la cuisine ou dans la chambre, le cochon? Il dit non, parce qu'à l'époque on vivait en plein air. Donc ça permet à l'enfant effectivement de comprendre, et ce sont des moments extraordinaires parce que d'échange, vous parliez tout à l'heure d'intergénération, c'est justement un des moments forts. Et quand les enfants, même quand ce sont les enfants de la personne âgée qui viennent à la maison de retraite, ils vont repartir avec un bagage qu'ils pourront transmettre à leurs enfants. Donc ce sont des moments forts. Et juste une parenthèse, parce que vous savez, je vois la notion du bien vieillir. Vous savez que aujourd'hui il y a un label bien vieillir. Et d'ailleurs, Chelcher, sans chauvinisme, fait partie de ces communes qui ont le label Bien Vieillir. Et ce label Bien Vieillir prend en compte une multitude de facteurs. Ça va depuis effectivement l'intergénérationnel, que la prévention santé, que l'environnement, comment dirais-je, les problèmes d'accessibilité. Ce label a été décerné à la ville de Chelcher, je crois, en 2010. Parce qu'elle a eu un projet qui continue pour effectivement une meilleure insertion de la personne âgée, mais toujours en préservant cet aspect intergénérationnel. Absolument. Donc
vieillir est une fatalité, hein, malheureusement, à partir du moment où on commence à vieillir, et ça se poursuit jusqu'à l'acte final, si on peut dire. Mais bien vieillir, ça se travaille, ça se prépare, et ça peut être très, très simple à atteindre. Donc bien vieillir à la Martinique. Alors nous sommes rendus également en compagnie de l'équipe municipale de Fort-de-France auprès de personnes âgées. La municipalité a en effet initié une action Noël Foyal solidaire où l'équipe municipale rend visite à des personnes âgées pour leur remettre des cadeaux de Noël. On se retrouvera après. Donc, pensez aussi aux personnes âgées. On a vu la mine de cette dame qui était surprise et heureuse qu'on ait pensé à elle pour Noël. Mais ça, il faut le renouveler. Hein. Je crois que les personnes âgées, comme je vous dis, elles méritent parce que ce sont des gens qui ont travaillé, des fois dans des conditions difficiles. Hein. Vous savez, il y a quelques années encore, on nous racontait ces femmes âgées qui, au niveau des docks, transportaient du ciment sur leur tête. Qui faisaient des vrais travails d'hommes. Non, c'est du travail d'hommes. Et d'ailleurs, je me demande si, par moment, elles ne faisaient pas plus que les hommes. Comme d'habitude. Oui, non, mais là, de manière exagérée, hein, arriver à transporter 2 sacs de ciment, parce que je ne pense pas qu'elle pouvait mentir. Et souvent, la question que je leur demandais, mais alors, vous avez mal au cou, vous avez de l'arthrose aujourd'hui? Non, non, docteur, en forme. Alors, c'est ces gens qui ont travaillé très dur. Et je dis que nous avons le devoir et la responsabilité de permettre à ces gens de mener un vieillissement que je ne qualifierai pas comme vous de fatalité. C'est un passage obligatoire de la vie. Oui. Parce que le mot fatalité veut dire que je subis. Un petit côté, oui, négatif. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de changer la chose. On n'a pas le choix de vieillir non plus. Oui, mais vous savez, on peut bien vieillir. Ce qui est important, c'est de vieillir en santé. Vieillir en santé. C'est fondamental. Vous savez, à la limite, on mourrait comme un oiseau, vous savez, qui brusquement arrête son vol et tombe à la verticale. Que de traîner sur une distance. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, justement, le projet Bien Vieillir, qui a été initié pratiquement depuis 2007, a vocation, effectivement, de permettre à des gens d'aller le plus loin en santé. C'est l'objectif, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si les gens sont conscients de l'évolution. En 1900, l'espérance de vie était de 46 ans. En 2012, elle est de 83 ans pour une femme et de 79 ans pour un homme. En un peu plus de 100 ans, on a doublé l'espérance de vie. Et donc aujourd'hui, le leitmotiv, puisque la finance commence à se faire de plus en plus rare, aujourd'hui, l'activité qu'on nous demande de développer, c'est le vieillir en santé. C'est-à-dire éviter que ces personnes ne soient dépendantes le plus tard possible. Et ça, il y a des possibilités. Par exemple, notamment pour la maladie d'Alzheimer, le fait de dépister le plus tôt le début de la maladie permet de retarder le phénomène de dépendance de manière considérable. Il y a eu des études là-dessus. Anticiper, traiter son diabète, traiter son hypertension, c'est éviter des accidents vasculaires. Donc,
oui, on peut faire la fête, mais en se suivant, en ayant une discipline, en ayant des activités qui correspondent à notre âge. Bon, non pas faire les fous, hein, c'est pour ça que je disais, quand je disais avec modération, c'est-à-dire qu'en faisant attention à un certain nombre de paramètres, parce qu'aujourd'hui, une personne âgée peut voyager. Vous savez, mon père, avec ses 80 ans passés, est allé jusqu'en Chine. Donc, c'est pas rare de voir des gens aller très loin. Mais derrière, évidemment, il y a une préparation, à faire des bilans avant et ne pas faire n'importe quoi. Ça va jusqu'à aller faire attention à prendre une bonne assurance. On a donc effectivement aujourd'hui le choix, si on s'y prend à temps. Et même nous avions récemment le docteur Fanon qui nous disait que bien vieillir se prépare quasiment dès l'enfance, quoi. Oui, c'est la réalité. Tout à fait. Une alimentation correcte, de l'activité physique, tout à fait. Une surveillance et un suivi médical raisonnable. Sans être omnibilé. Omnibilé, absolument. Par là, ce sont des examens qui sont rythmés. Par exemple, arriver à l'âge de la retraite, faire un bilan. La première pathologie chez une personne qui part à la retraite, sa première pathologie, c'est le trouble de la vue. Pourtant, les gens n'en font pas cas. Donc c'est important. Faire un bilan cardiovasculaire pour voir s'il y a un facteur de risque, c'est important. Vérifier si la dentition est en bon état. En bon état, tout à fait. Vous comprenez? Parce que quand les gens n'ont plus de dents et que leur appareillage ne fonctionne pas, eh bien, ils ont des difficultés à digérer les aliments et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bien. Ça entraîne des troubles de l'alimentation, de la dénutrition, qui a un impact sur l'ensemble de l'organisme. Hein? Et ne pas oublier, quelle que soit la pathologie dont on est atteint, qu'une activité physique, quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge, une activité physique est recommandée et de plus en plus recommandée, puisque récemment le Haut Conseil de la Santé, je crois, a recommandé et a préconisé un remboursement des activités physiques. Tout à fait, c'est l'idée effectivement qu'on prêche, parce que l'activité physique, elle fait intervenir différents facteurs. La mémoire, aussi bien dans les gestes à répéter, mais aussi la prise de conscience de ses capacités. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et quand on a trouvé le rythme nécessaire, jusqu'où on peut le faire. Quand on a une activité physique, automatiquement son cœur a tendance à s'accélérer un peu. Donc il y a un problème d'adaptation cardiovasculaire à l'effort. Celui qui reste assis dans l'appartement et puis qui découvre brusquement qu'il va faire une marche dimanche avec des copains, et il aura des difficultés à suivre. Mais ça, c'est valable pour un individu jeune aussi. Donc cette activité régulière, non intempestive, qui est adaptée, c'est celle qui permet la longévité. Et puis, ça donne un coup de jeunesse dans la tête, en quelque part, puisque comme le modèle de base, c'est la jeunesse, eh bien, ça garde. Et je dis ça parce que je me rappelle d'un certain nombre d'hommes, malheureusement, qui sont décédés depuis, qui, à 80 ans, ils jouaient au tennis et ils se faisaient des paris. Comme je leur disais, mais je ne peux pas compter mon pièce. Jusqu'où? Parce que, en fait, ils paraissaient plus jeunes que moi. Et ça, c'est dans la tête que ça se passe. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de maladies ressenties. Oui. Il y a je suis diabétique. Bon, mais a priori, ça ne me donne pas de signe extérieur parce que je suis bien équilibré et que ça ne me pose pas de problème. Oui, je suis hypertendu, je suis traité, ça ne me pose pas de problème particulier, mais je ne suis pas en train de me lamenter en disant « ouais, je suis toujours malade ». Je crois que donc, cette promotion de la santé, elle prend toute sa valeur, je crois qu'il faut la développer parce que je crois que de manière collective, tout le monde a intérêt à ce que les gens soient en bonne santé pour payer moins d'impôts, entre guillemets. Et on parle du déficit de la sécurité sociale. Comme vous le disiez, le jour où on va rembourser certains actes d'activité physique, peut-être qu'on aura gagné sur bien des points. Absolument. Écoutez, c'est sur ce beau mot que nous nous quittons.
Pas de mahogany la semaine prochaine, puisque c'est le jour de Noël. Si nous arrivons à passer le cap de la fin du monde annoncé par les Mayas. Pas de mahogany dans 15 jours, parce que ça sera le premier jour de l'année. Donc, nous prenons nos bonnes résolutions donc, pour 2013, bien vieillir, avoir une activité physique adaptée à notre condition et s'alimenter correctement. Et faire la fête. Merci Dr Vigée pour votre présence et votre disponibilité. Nous nous retrouvons donc début du mois de janvier. De très bonnes fêtes à tous, que vous soyez jeunes, moins jeunes, plus âgés, vieux carrément. Nous nous retrouvons à très bientôt. Au revoir.